Les informations communiquées au cours de cet échange sont d'une gravité absolue, à tel point que j'ai hésité à plus d'une reprise avant d'en autoriser la diffusion. Finalement, j'ai choisi d'assumer pleinement mon rôle de journaliste indépendant en mettant à votre disposition ce que je n'appellerais pas une simple émission, mais une véritable pièce à conviction. Le fragment d'une histoire occulte qui, en cette période de révélation, doit être porté à la connaissance du plus grand nombre, et ce, malgré son caractère profondément macabre et révoltant. Il s'agit d'un format audio. J'en appelle donc à l'indulgence de celles et ceux qui auraient préféré nous voir à l'écran, ainsi qu'au respect de ceux qui seraient tentés d'insulter, de dénigrer ou de juger l'intervenant d'aujourd'hui. Quoi qu'on en pense, et malgré le fait que je sois moi-même profondément opposé à ces pratiques, je tiens à souligner et à saluer le courage qu'il a eu de témoigner sur ce qui, dans les hautes sphères, demeure volontairement tu. Un silence entretenu afin de mieux nous museler et de mieux nous contrôler. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une entrevue aussi glaçante que réaliste. Il est des hommes dont la vie ressemble à un scénario de film d'espionnage, à la différence près que pour mon invité, la fiction n'était que le paravent d'une réalité bien plus occulte. Lors de notre première rencontre, nous avons découvert l'enfant foudroyé, le pupille de la nation devenu un prodige de la psychokinèse. Mais ce soir, nous franchissons le miroir. Je reçois à nouveau cet invité pour une émission que j'ai voulue sans concession. Nous allons parler de la guerre psy, de ces années où son esprit était une arme classée secret défense entre les mains de la CIA et du KGB. Nous allons explorer les dossiers que la science officielle préfère ignorer, mais que les services de renseignement s'arrachent. Mon invité, vous le savez déjà, pour ceux qui ont eu la chance de suivre sa première intervention, a tordu des barres d'acier devant les plus grands métallurgistes de ce monde, mais a aussi modifié la structure moléculaire de la matière de ces mêmes barreaux sous-scellés devant la France entière sur des plateaux télé mainstream. Ce soir, nous allons davantage nous focaliser sur ses activités de médium espion en nous attardant principalement sur ce que les agences à trois lettres ne veulent pas que l'on sache. Jean-Pierre, c'est avec un immense honneur que je te reçois à nouveau sur notre antenne. Écoute, je sais pas de la flagornerie, j'ai passé l'âge des flatteries stériles, finalement. Mais le premier entretien que nous avons eu, je t'ai fait des confidences qu'au départ, je ne pensais pas faire. Et j'ai cru devoir, au fil de notre échange, te dire des choses qui étaient un peu hard, hein, houleux. Oui. Mais ça m'a paru tellement évident parce que tu l'as dit même concernant, réciproquement, nous disons, mais nous avons eu ce contact qui dépasse peut-être la rationalité, heureusement d'ailleurs. Nous savions qu'on pouvait faire un échange sans phare, et comme là, nous allons sans doute le faire. Moi, tu poses vraiment des questions, si elles sont trop discrètes, je ne vais pas y répondre. Mais si elles sont discrètes, je vais te tenter. On va y aller sans concession ce soir. Et effectivement, libre à toi de répondre ou non aux questions. Je vais également reprendre et passer en revue tous les commentaires que vous avez laissés sur la première vidéo pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast et pour ceux qui nous suivent sur YouTube pour la première fois qui ne connaissent pas Jean-Pierre. Je vous invite à aller voir en premier lieu la première interview qu'on avait fait en fin de saison 3 avec Jean-Pierre, dans laquelle tu expliques ton parcours, tu nous donnes plus d'éléments, plus d'indications par rapport à la manière dont tu as commencé ta vie, toutes les embûches, toutes les épreuves que tu as dû surmonter et bien entendu tout ce parcours par la suite en tant que médium aux qualités, aux capacités psychiques extraordinaires qui a été exposé sur la scène internationale, qui plus est aussi sur les chaînes mainstream françaises. On a parlé de tout ça, on a passé en revue tout ça dans cette interview, donc je vous invite très clairement à aller la voir en amont et sinon on va continuer, on va développer et on va pas emprunter une langue de bois. On va y aller franco. Jean-Pierre, tu as servi 2 maîtres opposés, la CIA et le KGB, et tu nous l'as expliqué brièvement, mais tu es devenu agent double comment ? J'ai envie de revenir point par point par rapport à tout ce que tu nous as raconté. Visiblement, tu t'es fait avoir, tu as été pris au dépourvu. Est-ce que je me trompe ? J'ai été manipulé
Mais toute ma vie, mon parcours est un parcours de quelqu'un qui a été manipulé, presque à son insu, parce qu'à un moment donné, je représentais quelque chose, quelqu'un, et à travers cela, une reconnaissance. Ça paraît un peu masochiste, que je suis sans doute quelque part. Tout ça, ça n'a pas été simple. Vous savez, notre vie, on pense toujours qu'on la dirige ou qu'on peut la diriger. Parfois, oui, un peu dans une situation de fonctionnariat, tranquille, etc. Mais dans un cas comme le mien, c'est impossible. Dès l'instant où j'ai mis les doigts dans l'engrenage, ou au contraire, on me les a mis plutôt, eh bien, vous êtes condamné à suivre ce parcours. D'autant que ce qui vous amène à faire votre job, je parle du job occulte là, de renseignement, je ne parle pas des jobs par ailleurs que j'avais, dont on parlera peut-être, qui étaient des couvertures excellentes. Des couvertures comme cela, n'importe quel agent de renseignement en rêve. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de couvertures que tu as pu avoir lors de ta carrière? Oh, c'est très curieux. Mais on est curieux, Jean-Pierre. Je crois que ma carrière courte, certes, mais très, très efficace dans la défense nationale, a été la clé, le point de départ un petit peu de toute la suite, quoi. Et le fait d'avoir été dans le département, on va dire, dans le domaine de l'armement, où j'ai excellé, travaillé directement avec la direction générale de l'armement, déjà, j'étais inféodé par la défense nationale. Parce que même quand j'ai quitté, parce que j'ai fait une carrière assez courte, j'étais lié au secret par les produits que j'avais développés, et certains, je continuais à amener des améliorations. Donc j'étais lié au secret, forcément, de facto. Donc là, j'étais pas agent, mais j'étais toujours avec des règles de conduite, notamment de secret, on l'imagine, qui étaient là pour me rappeler de toute façon à leur bon souvenir si besoin avait été. Alors quand j'ai quitté cette belle muette qu'on appelle, bien j'ai dit il faut que je trouve un job. J'ai dit tiens je vais essayer de trouver, puisque j'ai des connaissances en médecine, en biologie, etc. Là au fond je vais essayer de trouver un labo, voilà, pharmaceutique. Je vais commencer par la petite porte. Alors quand à l'époque on postulait pour un laboratoire pharmaceutique, et là à l'époque je postulais pour un des grands labos pharmaceutiques que maintenant dont on parle moins, mais le groupe Roussel, en général, qu'est-ce qu'on prend? C'est des médecins ou des gens qui ont fait quelques années de médecine. Vous allez avoir un aspect déjà, qui est mineur finalement, mais du vilain Girard. Parce qu'il va bidonner son CV. Oh, que c'est mesquin! C'est une époque où on pouvait bidonner son CV. Et je me retrouve avec 5 années de médecine à la faculté de Bordeaux. Oh! Ouais. Alors à l'époque, on n'avait pas des vérificateurs, des DRH qui au microscope électronique ou à effet tunnel vous permettent de savoir exactement tout votre parcours et voilà. Alors j'ai été engagé, ce qui vous donne comment j'ai pu tout naturellement avoir une couverture extraordinaire, parce que j'ai eu très rapidement, de par mes capacités, disons, une promotion et de simple visiteur médical. J'ai passé délégué hospitalier, après directeur régional, après responsable dans le cadre hospitalier des expérimentations cliniques, qui sont normalement au niveau au moins d'un médecin et pharmacologue de mon niveau. Donc ma couverture est assurée. Donc ça a constitué ta couverture en premier lieu. Suite à ça, on se réfère aussi à ton histoire en Amérique latine, où tu as rencontré ce fameux personnage qui t'a recruté pour la CIA. On vous renvoie encore une fois vers notre premier échange. Et ensuite, de fil en aiguille, tu as été mené dans les bras du KGB. Grâce au changement de paradigme politique et à l'arrivée du FSB, tu as pu rester en vie, tout simplement. Alors, tout ça, on en a déjà parlé. J'ai beaucoup de questions. Je vais te demander éventuellement d'essayer de répondre brièvement, parce que sinon, on ne pourra jamais toutes les aborder. Je voulais savoir, quelle était ta mission la plus sale que l'on t'ait confiée dans le cadre du remote viewing, par exemple? Je crois que finalement, on m'a utilisé pour des missions que des agents classiques auraient eu du mal à réaliser. On a tenu compte de mes capacités
de télépathie, notamment, d'influence d'un être sur un autre être, etc. Et puis de connaissances assez pointues. Et puis, de mémoire et d'éthique extraordinaire. De mémoire visuelle, de mémoire photographique, hors du commun. Alors, dans le domaine de l'espionnage, c'est extraordinairement positif. Donc, les missions qu'on m'a créées, c'est des missions pour percer un peu des coffres-forts qui n'étaient pas accessibles aux agents traditionnels, en définitive. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir des incidents même douloureux, dans certains cas, notamment à Leningrad, ou même dans d'autres domaines, à Leipzig, où j'étais dans les cités ouvrières de Leipzig, avec les gens là vraiment du KGB, où j'ai négocié mon retour en France. Les missions dites qui sont vraiment des missions dont j'aurais honte vraiment, qui était peut-être un peu borderline, mais enfin, non. Vous savez, il y a plusieurs types d'agents. Il y a les agents qui sont de terrain, comme on dit, qu'on sait que très bien il va y avoir des risques physiques d'emblée. Il y a des missions qui sont des missions de réalisation, de concrétisation sur un objectif, etc., etc. Dans certaines missions, ils sont même à plusieurs. Non, là, ça n'a pas été le cas. Alors Jean-Pierre, on parle souvent du projet Stargate. À quel point la réalité des services secrets dépasse-t-elle ce que le cinéma nous montre ? Le Stargate, c'est une opération. On a 2000 pages du rapport Stargate qui comporte 12 000, je crois, en release et qui ont été publiées. Ce qui n'a pas été publié, c'est un petit peu le côté mortifère, quoi. Il n'y a pas beaucoup de sujets, même dans l'opération Stargate, qui pouvaient le faire, mais il y a des sujets qui ont pu le réaliser, des influences à distance, à l'insu du sujet, qui avaient des comportements absolument dignes de la psychiatrie. Les Américains n'ont pas été très pertinents par rapport aux Russes dans cette affaire, qui était beaucoup plus axée uniquement sur ces pouvoirs de l'homme sur l'homme. Par contre, oui, il y avait un entraînement qui avait été mis en œuvre pour tuer à distance d'autres personnes. Alors, on pourrait dire, on est dans le roman feuilleton, l'ami Girard. Non, parce qu'il y a un officier américain, Rangers, je ne me souviens plus de son nom, qui a eu le culot. Il a démissionné de l'opération Stargate et il a lâché un petit peu le morceau. Il dit, pourquoi je missionne ? Le jour où on m'a demandé de tuer. Alors, il a évité la cour martiale, mais je crois que je l'ai dit, parce que simplement, il s'est arrangé pour être très connu du public. Il a écrit un ouvrage et tout, etc. Il était intouchable parce que s'il n'était pas en cour martiale, il aurait donné crédit à ce qu'on lui reprochait d'avoir dit. Alors moi, on ne m'a jamais demandé cela. Par contre, en Union soviétique, c'est peut-être un peu différent. Mais on m'a jamais demandé cela. Bon, on t'a demandé quand même de briser la colonne vertébrale d'un individu. C'est pas moi qu'on l'a demandé. C'est pas moi, c'est un jeune sujet qu'on avait entraîné et qui, à Tomsk, dans une espèce de petite cabine où était enfermé le détenu politique, enfin, quelqu'un sorti du goulag, a subi à travers la glace Santin une psychocinèse, donc une action d'esprit là sur le vivant, en l'occurrence, d'un jeune sujet qu'on avait formé pendant 2 ans, donc à faire cette action sur les syndicales C1, C2. Alors la question que tu aurais pu me poser à l'époque, mais comment on pouvait trouver des volontaires pour subir quelque chose comme cela? Oui, alors ça, tu as répondu aussi. C'est des gens qui sortaient du goulag et qui avaient éventuellement une possibilité de libération. Tu nous as dit énormément de choses, mais c'est pas grave, il y a énormément de questions. On a le juste justicier qui disait avoir eu l'impression d'être dans un film d'espionnage en t'écoutant justement lors de ta première apparition. Mais dans ce film, Jean-Pierre, est-ce que tu as déjà vu des choses qui t'ont empêché de dormir, toi ? Paradoxalement, c'est pas forcément en Union soviétique, mais c'est dans les services que j'ai rendus en France. Oui, il y a des choses qui m'empêchaient de dormir. Et c'est même pas dans le cadre du renseignement, c'est dans le cadre de mes capacités, notamment à retrouver des personnes disparues. Une qui m'a vraiment marqué, il y en a 2 qui m'ont marqué, mais une principalement, bien sûr. En général, les recherches des personnes disparues donc, sont légiférées en France quand il s'agit de recherches sous couvert de la gendarmerie, de la police, surtout d'une instruction judiciaire. Moi, chaque fois que j'ai fait de la recherche pour disparu, c'était sous commission rogatoire. Et dans certains cas, si la personne était difficile à retrouver
parce que j'avais pas suffisamment cerné, hein. Sur l'hexagone, quand même, qui fait une certaine surface, j'arrivais à retrouver, dans certains cas, il y avait même pas 1 km². Mais dans certaines zones, c'était pas évident du tout pour la gendarmerie de pouvoir retrouver. Parce que les endroits où on n'arrivait pas à localiser, c'était surtout des endroits difficiles d'accès. Alors en général, on m'appelait parce que les gens étaient morts et pour l'instruction, ça permettait de pouvoir continuer à avancer dans l'instruction et de pas attendre simplement les aveux qui ne venaient pas de celui qu'on suspectait d'être coupable. Alors on m'appelle effectivement un jour et je localise. Je localise, mais une zone qui n'était pas évidente. Et j'arrive, bien sûr, et là, arrivant pratiquement sur la zone, je mène la gendarmerie et le juge d'instruction vraiment presque. Et qu'est-ce que je vois, moi? On voit un carré de terre battue qui était encore fraîchement battu. Parce que des fois, les criminels enterrent profondément, etc. Et là, je te prie de m'excuser si parfois les larmes m'atteignent, c'est pas du... Et là, on gratte la terre, et qu'est-ce qu'on voit? Un petit bonhomme dont on estime l'âge, c'est le médecin légiste qui va l'estimer, à peu près 6 ans, complètement défiguré, qui avait été dépecé, en quelque sorte, sur le visage pour pas, sans doute, si on l'avait reconnu, si on l'avait... Pas qu'on puisse pas qu'on le identifier. reconnaisse. Qu'on puisse l'identifier. Voyez cela une fois dans votre vie. J'ai eu des nuits, vraiment, j'ai eu du mal vraiment à m'endormir. C'est rare parce qu'en général, on ne me laisse pas voir les personnes que je trouve. Il y a une distance suffisante, pour diverses raisons, on ne me laisse pas voir. Et là, il paraît que le thanatopracteur a eu un mal de fou, a essayé de reconstituer un peu le visage pour que les parents... Et je suis après que les parents disaient, mais on aurait aimé rester dans l'inconnu, plutôt que de savoir que notre petit avait été traité de la sorte. Alors ça, c'est quelque chose, oui, évidemment, qui m'a beaucoup marqué. Une autre fois, dans le cadre de recherche de personnes disparues, qu'on n'arrive pas du tout à localiser avec précision, j'accompagne le juge. C'était pas fréquent que j'accompagne le juge d'instruction en général. On trouvait assez facilement. Les zones étaient assez circonscrites facilement. Et excuse-moi, je suis encore dans l'émotion. Et là, c'était dans le Périgord noir. Et là, j'ai pas les mêmes sensations en psychométrie. Puis c'est comme ça qu'on appelle dans notre jargon de sujet psy, à travers les éléments qu'on m'avait donnés, en l'occurrence une photo de cette jeune Isabelle. En général, malheureusement, les gens sont décédés. Mais là, en l'occurrence, j'ai ressenti comme encore une vie qu'il y avait. Et on arrive dans ce lieu, elle était entravée dans cette grotte du Périgord, la peau entravée, mais dans un état de cachexie. Et alors, on a pu capturer ceux qui étaient après elle. Il y avait trois personnages, évidemment, odieux, qui ont été pris par les gendarmes et qui ont été évidemment très, très, très surpris qu'on les retrouve. Et le médecin urgentiste revient vers moi et il me dit, écoutez, monsieur, à quelques heures près, cette jeune Isabelle est décédée. Alors, ça m'a ému, mais là, d'une belle émotion de joie. Vous savez ce qui m'a ému? C'est que le commandant de gendarmerie vient vers moi, ce grand monsieur. Il m'étreint. Il a les larmes aux yeux qui coulent. Il dit, monsieur Girard, je suis tenu à un devoir de réserve et je vais l'enfreindre. Je vous tiendrai au courant de comment se porte et comment va et comment la résilience qu'a peut-être Isabelle. Alors vous voyez ce grand gaillard. Alors vous voyez, c'est peut-être un peu de ma part, un peu, oui, ça, mais oui. Et j'en ai eu comme ça des émotions. Oui, c'est mouvant. Et vous voyez, peut-être pas celles, oui, qu'on peut imaginer.
Et puis on peut être espion, on peut être hypersensible. Hein. Est-ce qu'il existe un contre-espionnage psychique, des barrières mentales posées par d'autres médiums pour bloquer tes intrusions ou les intrusions d'autres personnages qui étaient dans des missions du même genre? Ta question est pertinente et c'est vraiment tentant de mettre en face les psys. D'un côté, disons les bons ou les mauvais, ou tout au moins ceux qu'on veut percer un petit peu ou un peu inhiber dans leurs travaux. Et bien, c'est pas évident du tout. Je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée à Leipzig. La foire de Leipzig, j'y allais régulièrement parce que là, comme analyste, c'est intéressant. Il y avait les machines-outils, il y avait un stand français, donc il y avait les machines-outils des communes de Saint-Denis, etc. Enfin, bref, toutes les communes un petit peu communistes avaient eu un passage évidemment tout à fait facilité pour venir à ces foires de Leipzig. Donc je faisais mon tour comme je fais à l'accoutumée. Il y avait plusieurs stands, il y avait le stand d'accueil de la foire, le stand de l'Allemagne de l'Est, et puis le stand du frère russe, qui était évidemment 2 fois plus grand, 2 fois plus imposant. J'ai fait, je me balade, alors machine-outils, des trucs intéressants, mais industriels. Et puis je vois le stand d'Isman Feleghi. Isman Feleghi, il fait des machines-outils, mais il fait des armes aussi. Je m'aperçois, et je perçois surtout, que nos amis de l'Allemagne de l'Est, et qu'Isman Feleghi surtout, fait des fusils à longue portée, sans rayure, à canon lisse. Les Russes, surpris de voir que je m'attardais à ce stand, ils arrivent vers moi, 2 gaillards, décidément toujours par 2, discrètement, ils me disent de les suivre. Alors je vais dans leur stand, ils me prennent mon passeport, enfin, qu'ils ont par eux. Alors ils peuvent voir sur le passeport qu'il y a des tampons du frère russe dessus, hein, puisque c'était une époque où j'avais déjà été au moins 3 ou 4 fois en Union soviétique. Et la partie vers les cités ouvrières. J'en menais pas large. Cité ouvrière. Bon, j'avais quand même un petit peu la trouille au corps, hein, comme on dit. Et je vois une grande table, en formica, table des ouvriers qui étaient dans les cités ouvrières. C'était pas d'une crasse, enfin, c'était pas terrible, quoi. Et je vois au fond de cette grande table, au bout de cette grande table, un jeune qui est assis, et puis il y a 2 personnages à gauche et à droite. Et j'ai toujours, moi, mes 2 personnages à gauche et à ma droite. Et puis personne ne dit rien. Et je m'aperçois, et je n'étais pas préparé du tout à cela, je m'aperçois que en face, j'ai un sujet qui essaie de me faire une effraction psychique. Ouh, on ne m'a pas préparé à cela. Et je puis vous dire que plus vous chassez, mais ça c'est connu de toute façon, hein, plus vous chassez de votre tête une idée, par exemple, de quelqu'un qui veut, pour pas qu'il se retourne dans la rue parce que vous ne voulez pas parler avec lui, ben là il va se retourner parce que vous faites ce qu'on appelle du psy-missing, vous faites un effet inverse involontaire et la personne se retourne. Mais là c'est pareil, j'essaie de chasser de mon esprit qui je suis. Et me vient une idée qui m'a sauvé. J'ai projeté l'image, tant bien que mal, parce que dans ces cas-là, l'émotion est là, de Ingenberg. Qui c'est Ingenberg? Le professeur Ingenberg. C'était le patron des sujets psy de l'Allemagne de l'Est et qui formait, bon, une équipe très choisie, très sélectionnée de sujets, effectivement, a créé quelques désordres vitaux sur des individus. Mais c'était un type que j'ai croisé par ailleurs dans des congrès, qui est charmant par ailleurs, mais qui était connu pour être vraiment, dans son œuvre de directeur du centre qu'il animait, et je projette son image. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé là, je jouais mon va-tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit du jeune? Il y a tous les coups, il y a le professeur Engelbert qui me teste. Il avait une telle trouille. Parce que quelqu'un qui lui projette l'image d'Engelbert, alors il faut avoir atteint un niveau, évidemment, d'épathie un peu musclé des gens, si vous l'avez compris. C'est bien, parce que là, tu viens illustrer ce phénomène de contre-espionnage psychique en mettant justement des barrières mentales par rapport à un autre médium qui viendrait éventuellement bloquer ces intrusions. Donc c'est un
un combat, quelque part, une sorte de bataille subtile. Tu as aussi affirmé avoir été reconnu par ces agences. Alors on a Danera Fira qui souligne la corrélation entre ton enfance traumatique et ton recrutement. Et c'est vrai, il y a une question assez logique qui vient par la suite. Est-ce que les services secrets cherchent délibérément des êtres brisés pour mieux les manipuler? C'est assez fréquent. Quand deux remote viewers se croisent dans la sphère astrale lors d'une mission, est-ce qu'ils se reconnaissent l'un et l'autre? Oui, on se reconnaît. Est-ce que tu as déjà saboté, toi, pour ta part, une mission de la CIA par éthique personnelle? Oui, il y a des situations où je me suis senti impuissant, on va dire, comme par hasard, dans une forme de sabotage, alors que je pouvais. Les premiers travaux qui ont été faits sur la cryptographie quantique, ça a engagé des millions, des dizaines de millions de dollars, par la DARPA, par les sociétés américaines de recherche et tout. Au départ, là, c'était un produit défense, mais vraiment avec un gros accent circonflexe, si je puis dire. Évidemment, on m'a proposé, moi, sujet tout bêtement, est-ce que je pouvais intervenir sur le processus de la cryptographie quantique. C'est pas évident, hein. Je connais le principe de la cryptographie quantique. Dès l'instant, il y a changement de spin, etc. Enfin bref, et c'est pour ça que c'est intéressant pour l'espionnage, parce que une fois que le message est lu, il est absolument impossible pour quelqu'un d'autre de pouvoir y avoir accès et avoir... intéressant la cryptographie quantique. Et il se trouve que j'ai mis à mal la cryptographie ayant perturbé justement la lecture in fine du cryptage. Je l'ai fait une fois. J'avais peut-être perçu un peu le gimmick, mais j'ai dit, Jean-Pierre, si tu veux rester en vie, ne le fais pas 2 fois. Là, j'ai joué la comédie, mais je ne suis pas réussi 2 fois. Ah non, mais je connais nos amis américains, avec le recul en plus, j'ai bien fait de louper. On va parler un petit peu de psychokinèse et on va aborder les pouvoirs psychiques comme arme de destruction, hélas. Tu tords des barres, mais Chalia Peintre te demande: n'est-ce pas un écran de fumée pour cacher des capacités de télépathie et d'influence à distance bien plus dangereuses? Oui, oui, oui. Oui, bien sûr que... je pense surtout à l'influence à distance. Oui, l'influence à distance, même à l'insu de sujet. C'est autre chose que de courber une barre ou de transformer la structure, puisque j'ai été célèbre, parce que je suis le seul au monde actuellement à changer la structure de matériaux dans des tubes de verre scellés. Influencer à distance, c'est grave, parce que vous pouvez aller jusqu'à un effet délétère, voire même plus. Si vous perturbez vraiment la psychophysiologie d'un sujet à telle enseigne que il peut aller jusqu'à... Se suicider, par exemple? Oui, un comportement complètement bizarre. Moi, j'ai vu en Union soviétique des sujets d'expérience se mettent à 4 pattes, se mettent à faire se mettent à faire des choses étonnantes, oui. Oui, parce qu'on arrive à modifier les taux d'orexine et tout, etc. Ils étaient assez novateurs quand même, les soviétiques. On a fait des expériences qui peuvent paraître comme ça un petit peu mineures, mais que maintenant, qui sont faites de façon tout à fait orthodoxe avec des appareils électroniques, etc. Des électrodes qu'on va infuser dans le cerveau, etc. Par exemple, coupler 2 électroencéphalogrammes. Bon, j'étais rustique à l'époque, mais ils donnaient, les oscillographes donnaient quand même des résultats. Alors on mettait 2 sujets et on leur plantait des électroencéphalogrammes pour pouvoir constater les effets d'influence qu'on pouvait faire. On demandait à un sujet d'être passif et puis actif. Alors le sujet qui a l'habitude, qui est parapsychologue, disons, évidemment, il va avoir une modification du tracé électroencéphalographique du sujet en face. On a fait ça de façon étonnante et efficace, à avoir des effets tout à fait perturbants. Le cerveau de la personne, là, de façon à acquérir des attitudes
neuropathologique, quoi, le neurologique pathologique, quoi, parce que complètement perturbée. Elle est sur des centres latéromédians, par exemple. Oui, enfin, des choses qui sont quand même. Moi, j'étais quand même mal à l'aise. Tu dis créatif, mais c'est créatif, être créatif dans l'horreur en l'occurrence, parce qu'on pousse le contrôle et la manipulation à son extrême pour avoir une sorte de frénésie, d'excentricité, d'inconscience ou de comportement complètement irrationnel de la part des patients ou des cibles en l'occurrence. Ouais. Les soviétiques ont été, et à l'époque c'était vraiment de l'innovation, à l'origine des IRMF, qu'on dirait maintenant, imagerie à résonance magnétique fonctionnelle. Je dis bien, j'ajoute le mot fonctionnel. Un équivalent grossier pour faire des interrogatoires qui est utilisé maintenant à certains niveaux, hein, d'interrogatoire et qui évite qui évite la torture, qui évite des choses qui sont désagréables. Les Américains l'ont utilisé pour certains terroristes de haut niveau, pour les faire parler tout de suite, quoi. Alors, il y a un découpage, ils sont allongés, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience, et ils sont allongés dans une forme de tunnel à l'époque, moi, que j'ai vu. Puis j'ai vu les expériences actuelles, évidemment, qui sont beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus surveillées. La boîte crânienne est découpée, c'est pas douloureux, on ne souffre pas. Hein. Et donc, le cerveau est mis à jour. Et on va pointer sur certaines zones du cerveau des électrodes à fil d'or, une analyse vraiment qui est très pointue, ce qu'on appelle, on va faire des unités anatomophysiologiques qu'on appelle les voxels, consommation d'oxygène plus importante, moins, etc. C'est-à-dire, selon les réactions du sujet, on va avoir, pour faire bref, une réponse immédiate aux questions qu'on pose. Même si dans la milliseconde qui suit, le sujet, il dirait pas cela, Mais là, ça va au-delà de ce que peut. Et on le fait comment? Ils ne vont pas forcément de parler. On lui montre des images. Images qui n'ont qu'une importance particulière. Puis tout d'un coup, hop, une image de l'acte terroriste, par exemple, ou un questionnement brutal qu'on lui pose dans la langue qui appartient aux terroristes. Et là, il y a une réaction immédiate du cerveau qui dépasse le langage, qui dépasse l'air de Broca et tout. Il ne va pas parler, là. Il n'a pas le temps de parler. S'il parle, c'est trop tard. Non, mais en même temps, il est trépané, hein, en l'occurrence, le sujet. Il est très certainement aussi pas volontaire, il est pas consentant face à ce genre d'interrogatoire. Ah ben non. Il est considéré comme un terroriste, mais on sait à quel point cette considération arrive vite de la part des USA lorsqu'on est considéré comme des belligérants. Ça reste d'un point de vue éthique et moral encore assez gore et trash. Hein. Non, mais à l'heure où nous parlons, c'est pratiqué actuellement. C'est pratiqué sans souci. Hein. Ben, c'est parfait, on est dans un monde de bisounours. L'IRMF actuellement est utilisé. Alors, on ne défait pas forcément la calotte, mais même dans certains états épileptoïdes, il y a Olaf Blanke, qui est un neurologue très mondialement connu pratiquement, dans certains états épileptoïdes, il ouvre la boîte crânienne. Et il met des électrodes à fil d'or et il recherche les zones épileptoïdes comme cela. C'est connu. Oui, la Blanque d'ailleurs dit mais c'est fou les sensations de décorporation qu'ont les gens quand on touche certaines zones. Oui, tout à fait. Mais c'est de la torture. Et lui veut pas. C'est de la torture hein, pure et dure. Après, j'imagine que le détecteur de mensonges est devenu totalement obsolète. Mais ce genre de technique, justement, pouvait répondre à la question précédente lorsque je te demandais si tu avais éventuellement eu conscience d'expériences considérées comme étant sales. Et effectivement, de processus assez douteux qui sont mis en place de la part des services. Alors toi, tu as travaillé hein, sur l'amélioration des missiles. Et j'aurais une question peut-être qui pourrait paraître un peu stupide, mais pourquoi pas? Jean-Pierre, est-ce que l'esprit peut-il dévier une trajectoire nucléaire? Je ne sais pas.
J'ai fait des micro-travaux à ce niveau-là, si je puis dire, par rapport à un missile qui aurait une tête nucléaire. Dès qu'on touche la plateforme inertielle gyroscopique d'un missile, on le rend incontrôlable. Quoique certains missiles, ça joue moins. Mais surtout les missiles qui sont chargés, par exemple, de détruire et tout. Pour la pénétration dans l'air, il y a 1 degré de décalage de l'empennage, ça le fait tourner comme ça augmente sa stabilité, mais ça lui donne une rotation. Et ça permet quand même de le guider correctement parce qu'on a un dispositif avec gyroscope qui fait que comme dans les avions, qu'on a toujours un contrôle. Mais à la limite, je l'ai fait sur les drones à l'époque c'était des drones qui n'avaient pas de charge et tout. Je l'ai fait sur des drones qui auraient eu une charge où j'ai modifié leur trajectoire. Pas beaucoup, mais suffisamment de façon probante. Parce que si j'avais eu, par exemple, une image ou un contact avec l'engin lui-même ou une des pièces, il y a quelque chose qui est tout à fait artificiel dans l'esprit, qui relie. Je crois que là, on est dans la psychocinèse de façon Avancé, poussé, mais en même temps le contexte s'y prête. Cette question est plutôt pertinente. D'un côté, on a Israël qui voit son dôme de fer en ce moment complètement percé, tel une passoire. On en vient presque à une légende, sachant qu'il y a eu énormément de dégâts. Et en Iran, de l'autre côté, c'est aussi très impressionnant. On a des missiles qui arrivent aussi au niveau de l'Union européenne, du côté de Chypre. C'est en ce moment anarchique, chaotique. C'est complètement chaotique. La situation est désastreuse et on bascule éventuellement vers ce qu'on pourrait appeler une sorte de troisième guerre mondiale. Et encore que, est-ce que tu penses que là, il y a une ingérence psychique avec des gens comme toi qui seraient sur les champs de combat aujourd'hui ou dans des officines des services secrets pour appuyer en arrière-boutique ces conflits en cours? Ça me paraît guère possible compte tenu de la fréquence avec laquelle ces engins sont lancés. Les patriotes, puis même maintenant nous avons un engin antimissile en France qui est superbe, qui est efficace. On vient d'en livrer en Arabie Saoudite. Mais non, parce que faut une concentration déjà psychique, si on veut essayer, tenter de faire un effet. Et puis là, non, c'est trop rapide. Non, je crois que pour l'instant, nous ne sommes pas mûrs. Par contre, où nous sommes mûrs, c'est quand nous arrivons, comme les Israéliens, arriver à localiser des responsables militaires ou autres, etc. Et pouvoir, par divers moyens, notamment par psychométrie ou par un autre élément, arriver à modifier le comportement d'un individu, par contre, comme cela, qu'on ne peut pas atteindre autrement et qu'on pourrait, si on a un élément, même petit, de sa personne, on peut envisager d'avoir une modification du comportement. Ça, on l'a prouvé, pas des expériences suffisamment. Là, il faut être des sujets qui ont certaines capacités. Mais on arrive à modifier le comportement à distance de personnes tout à fait oui, responsables d'actes. Ouais. Alors, c'est quand même de la parapsychologie pointue. Et il n'y a pas quand même des milliers de sujets. Est-ce que tu penses que la mort d'Ali Khamenei, parce qu'il a été ciblé, cette attaque, elle a été stratégique et pointilleuse, il y a eu dès le départ la mort des gérants principaux de l'Iran. Est-ce que tu penses qu'il y avait une ingérence psychique derrière tout ça? Est-ce qu'il y a eu du remote viewing pour pouvoir accéder à ces cibles stratégiques, de la part d'Israël notamment? Oui, je pense que c'est de la part d'Israël d'ailleurs. Alors, ils sont très pointus. Ils ont l'équivalent de... Parce que la CIA et le KGB, c'est une chose, mais le Mossad sont tout autant avancés, j'imagine. J'ai eu affaire au Mossad. Ouais, j'ai eu affaire au Mossad, oui, ils sont excellents. Ouais. Excellents. Hmm. Ah, excellent, oui.
Ok. C'est excellent. On a Béatrice Corbeur, qui est très incisive. Elle t'accuse d'avoir les mains sales pour avoir vendu des armes de destruction. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à ceux qui voient en toi un génie, certes, mais sans conscience? Moi, je la comprends, mais parfaitement. Je la comprends parfaitement. Je ne suis pas du tout fier, mais je ne me sens pas particulièrement coupable. On va dire, ben bon, vraiment, il persiste, il insiste, Jean-Pierre. Mais remettez-vous dans le contexte de l'époque, mes amis. Et puis dans le contexte aussi du personnage. Mais le petit gars de l'assistance publique, il pense se faire mieux. Premier vendeur de missiles de France, d'un missile anti-char. En plus, c'est pas gentil, missile qui arrive sur un char et puis qui tue 3 personnes en même temps, c'est affreux. Alors, les missiles anti-char existaient avant moi. Simplement, j'ai amélioré leur performance de façon notable et j'en ai créé un également. Mais, ouais, bah, c'était mon pays, c'était un peu Benoît. Oui. Alors je pourrais avoir ça comme un poids. Ça ne servirait à rien de se lamenter sur ce... Vous dire que j'aurais préféré ne pas être à tel moment, être dans cette configuration psychique de vendre des armes, et puis d'en créer certaines, effectivement, qui sont assez pertinentes, mais certaines armes de défense, mais comme chacun le sait, défense peut dire aussi attaque. Alors, je ne vais pas prendre ce vieil argument. Non. Mais ce qui pique peut-être, c'est qu'ensuite une partie de ma vie a été consacrée à créer les médicaments. Pourquoi les agences de renseignement s'intéressent autant à la modification moléculaire de l'acier que tu pratiques, ou tout au moins à s'y intéresser à l'époque? Est-ce que c'est, par exemple, pour fragiliser les structures de sous-marins ou de silos ennemis? Très bonne question. Mes expériences, notamment dans le laboratoire public, qui était plus chez Jules Kuhlmann, PUC, a pu déposer des brevets à travers mes expériences. Le changement de structure de la matière. Parce que rendre plus dur un alliage qui est déjà hyper résistant, et tout ça dans un tube de verre, avec les mains qui enserrent le tube, et puis quelques minutes après, même pas, la structure est changée. C'est effarant. Et d'avoir augmenté cette dureté, ouais, le résultat a permis aux gens de dire comment on pourrait fabriquer, nous, avec des méthodes physiques classiques, donc en utilisant des moyens autrement qu'une main sur un tube, hein, évidemment, et ça l'a permis de... leurs matériaux qui étaient destinés aux fusées et aux avions, hein, matériaux hyper résistants, et, donc des alliages très sophistiqués. Alors ça l'a permis de créer des innovations intéressantes sur ce sujet. Aux États-Unis, là aussi, ça a permis de créer des engins intéressants, notamment des projectiles. Est-ce que ça a servi pour des stratégies militaires? On parle aussi en termes d'ufologie cette fois-ci de rétro-ingénierie, parce qu'on sait... Alors, je ne sais pas, quelle est ton opinion d'ailleurs sur la question par rapport aux ovnis? Est-ce que tu penses qu'il y a certains matériaux qui sont totalement cachés au public et qui sont tout au moins utilisés dans des opérations secrètes par rapport à des engins, des véhicules terrestres, aériens, nautiques, sous-marins, Oui. via lesquels on n'aurait aucune conscience, aucune connaissance au niveau du grand public? Oui. Il y a des matériaux qui sont exogènes, on va dire, à notre planète qu'on a retrouvée. Bref, j'ai changé longuement avec Jacques Vallée, bien sûr. Alors, je crois que c'est la référence mondiale. Et puis avec un ami, mon ami Jean-Pierre Petit. Oui, oui. Chez qui j'ai passé quelques jours. Donc, il y a, disons, quelque chose plutôt que rien. Alors moi, là, par contre, je suis tenu au secret concernant... oui, ben vraiment, là, je suis tenu au secret. Ah,
D'accord. Ah oui, oui, là, je Mais peux c'est rien qu'il y a dire. anguille sous roche, Mais encore une fois, ça vient presque valider. Ton silence viendra valider toutes les théories les plus complotistes, entre guillemets. ah ouais, oui, mais là, dans quelque temps, on pense avoir certains accords de divulgation, mais les IT, enfin, tels que c'est pas du tout, avec une forme anthropoïde qui nous satisfait bien. Mais je crois qu'il y a réellement des perceptions. Enfin, en résumé, nous sommes trahis par la perception de notre cerveau, qui cherche toujours, quand il voit quelque chose de vraiment tout à fait paranormal, extraordinaire dans son champ de vision, il va essayer de ramener quelque chose que son cerveau va accepter. Sinon, ben, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Il va dire, ben, je ne l'ai pas vu, Ouais. c'est pas possible. Voilà. Euh, mais moi, ce qui me concerne, et je ne peux pas en dire plus, c'est pas forcément l'anthropomorphisme qui est présent à l'appel. Hein, et vraiment, non. C'est encore plus extraordinaire, si je puis dire. C'est encore plus extraordinaire. Et je pense qu'on va avoir bientôt les autorisations de publication. Mais pour l'instant, j'ai signé des accords de secret formels il n'y a encore pas très longtemps. Parce qu'on m'a vu beaucoup bavarder sur les chaînes, et on a dit, Jean-Pierre, il faudrait un petit peu surprenne pas des indiscrétions. C'est la limite à ne pas franchir? Ah là, oui, oui, oui. Mais ce que je peux confirmer, c'est que quelque chose qui n'appartient pas à notre système universel, c'est-à-dire à notre univers, à nous tel que nous connaissons, oui, ça existe. Je te remercie pour ta réponse. On a juste Docteur qui est sceptique. Il nous dit, si ces pouvoirs étaient réels, pourquoi les conflits actuels ne seraient-ils pas réglés par des télépathes? La guerre psy a-t-elle des limites que tu ne nous dis pas? Ben, si nous avions un nombre de télépathes, plutôt, moins d'influenceurs, plutôt je dirais, d'influenceurs d'un cerveau vers un autre dans des buts pacifiques. On pourrait changer le cours de l'histoire? On pourrait changer la destinée du monde actuel? Tout à fait. Ce serait des. Mais je crois que, à part des bataillons d'intelligence artificielle qui seraient redressés pour influencer, et encore je m'avance beaucoup, ou alors, comme dirait Elon Musk, qu'on leur inflige une puce particulière, ça c'est affreux, dans le cerveau. Bon, ça existe déjà, les RFRD. Hein. Et justement, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est pas le dernier rempart de ses capacités? Elle n'arrivera jamais à développer des pouvoirs psychiques et à réitérer toutes les expériences, toutes les facultés que toi, tu as pu exercer toutes ces années, par exemple. Je crois que jurer d'une impossibilité, au moment où je parle, ce serait pas sérieux. Nous aurions parlé à quelqu'un de la fantastique évolution de l'intelligence artificielle toutes ces dernières décennies, on n'aurait guère cru. Oui. On n'aurait guère cru. Mais nous sommes encore que dans l'évolution, dans le chemin d'évolution de l'IA. Et l'IA, regardez ce que sont certaines IA génératives. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et nos amis chinois ont une avance. Je dis que c'est un piège un peu pour l'intégrité humaine pour le futur. Parce que comment voulez-vous savoir, quand vous avez un interlocuteur, quelle est la part de ce qu'il est lui, de son conscient, de sa recherche, de son raisonnement, et puis de ce qu'il a intégré via l'intelligence artificielle qu'il a pu ingérer, disons, dans un temps record, dans un temps tout à fait record. Nous avions déjà un tout petit peu une idée par les réponses que nous donnait Google, mais là maintenant c'est fou. Hein. Moi, je n'ai pas l'intelligence artificielle la plus sophistiquée, j'ai ChatGPT 4.0. C'est pour la... Mais déjà, j'ai fait faire un test à mon intelligence artificielle. Je lui ai dit, en 1976, j'étais en Roumanie,
au laboratoire d'électronographie qui se trouvait au ministère du Travail. Et, euh, et je lui ai demandé un petit peu de me parler de cela, des travaux quand même qui ne sont pas très connus, les travaux de Nicolescu. Il m'a sorti un truc génial. C'est dans le cadre de mon futur ouvrage. Un truc génial, en parlant du contexte, de Ceausescu qui était présent, etc., du grand frère russe qui était là, etc., etc. Mais pas trop lourd, tout ça, en montant le contexte de travail dans lequel Nicolescu avait développé cela. Oui, oui, pour synthétiser du contenu, c'est de la learning machine. Donc, ça arrive à prendre en compte tout un passif, tout un historique présent sur la toile. Mais est-ce que ça peut projeter des pensées, induire des actions, voire à distance? Alors oui, via Big Brother, c'est-à-dire via des caméras intégrées ou des systèmes de surveillance digitaux. Mais sinon, est-ce qu'on arrivera un jour à avoir une intelligence artificielle avec des pouvoirs psychiques? Qu'on ait des intelligences artificielles qui aient des pouvoirs, c'est évident. Seulement des pouvoirs, je vous appelle psychiques, où à un moment donné, il y a autre chose que le simplement résultat de l'effet, mais il y a tout un process de raisonnement et d'attitude mentale qui permet cela, avec des subtilités, avec plein de facteurs que je pense les algorithmes et des IA ne sont pas toujours prêts de prendre en compte. Alors évidemment, on est toujours stupéfait quand on voit il y a des créations artistiques qui sont... je viens de voir une émission sur Arte, sur l'IA, qui est extraordinaire, des artistes. Mais n'importe qui peut, dans son imaginaire, dans son onirisme, créer cela. Oui, bien sûr. Il suffit que on a des œuvres qui ont dépassé, oui, des prompts qui ont dépassé les plus grands artistes, les plus grands peintres, avec Midjourney, en l'occurrence, et d'autres IA génératives d'images. Oui, d'ailleurs, ça vient surligner encore une fois cette ubérisation du tertiaire et du milieu artistique, et même maintenant presque du milieu manuel avec les robots humanoïdes qui vont venir en série. Je passe à une autre question parce que j'en ai encore énormément, Jean-Pierre. Existe-t-il, selon toi, des armes psychotroniques capables d'influencer les foules à leur insu? Oui, ah oui. Ça existe depuis un certain temps, même un moment, en Union soviétique, oui. Ce qu'on appelle les armes psychotroniques. Oui, ça existe. Ça existe. J'ai été témoin, moi, dans une réunion qui était formulée à Seattle, à Zurdok. Enfin bref, une réunion, parce que j'ai eu tellement de choses, bref, passons. Il y avait une réunion des partis, là, on faisait le point dans le... j'appelle les colcos, enfin l'équivalent de fermes collectives, etc., de fermes d'État, sur un peu l'avancement qui n'était pas assez satisfaisant, etc. Une centaine de personnes dans la salle, avec des petites tables, comme pas des tables d'écoliers, mais des petites tables, etc. Et puis il y avait le responsable du parti qui haranguait, etc. Il y avait une autre personne, enfin, et puis il y avait un autre sujet à mes côtés, je crois que c'est le petit Vladimir, ou Anatole, je ne sais plus. Non, ça doit être le petit Vladimir qui était à mes côtés. Et puis nous avions dans notre action, on devait agir sur ce collectif. On devait un petit peu les rendre plus que passifs, un peu un travail collectif. Je ne suis pas très habitué à agir sur plusieurs. Mais le jeune qui était à mes côtés avait été formé, paraît-il, m'avait dit le responsable Adamenko, était responsable depuis peu de l'expérience. Il est étonnant, il arrive dans de 4-5 personnes, ils ne savent plus où ils se trouvent, ils ne savent plus. Donc ça rejoint un peu la question que tu posais tout à l'heure, hein, sur le collectif. Hein. C'est pas évident pour un sujet, mais lui le faisait sauvagement et spontanément, si je puis dire, de façon. Voilà. Alors, il y avait à nos côtés, donc côté droit, sur mon côté droit,
Donc, il y avait un appareil, je ne sais pas trop ce qu'il avait dans le corps, un appareil émetteur d'une fréquence particulière. J'ai pensé que c'était des BF, mais c'est un tort, parce que les BF, euh, à l'époque, je ne crois pas que les soviétiques maîtrisaient les infrasons. Je dis ça parce que je suis à l'origine, effectivement, de dire Jean-Pierre, d'accord, mais enfin, je suis à l'origine du premier qui a réussi à trouver un dispositif assez simple, finalement, de guide des infrasons, qui ne sont pas par essence même guidables, parce qu'ils sont en fréquence inférieure, ils sont en BF, et quand on émet un son de BF, ça s'équilibre avec les molécules qui sont dans l'espace, donc le tireur en prend autant dans le nez que celui qui veut viser. Mais là, non. Ils étaient les BF, mais ils avaient un support, donc je suppose qu'ils avaient quand même plus ou moins flirté avec la solution du problème. Pas ce qu'ils m'ont dit, hein, c'était des BF. Et au bout, alors, moi j'essaie de faire ce que je peux, pas habitué, je dois le confesser, et à côté Vladimir, et puis hop, l'appareil, nous dit-on, est mis en œuvre. Et à ce moment-là, c'est étonnant. Et on voit les gens qui ne peuvent plus tenir la tête, et qui s'effondrent la tête sur leur table qui est en face. Et alors là, il y a un moment de... Et ça dure peut-être 2 minutes. Enfin, 2 minutes. C'est long, 2 minutes, hein, de voir des gens qui sont comme ça. Oui. Ah ouais, c'est long, oui. Et c'est dire que ce dispositif peut être fait de façon individuelle, en fait. Avec des petits dispositifs portables de psychotronique, ou comme on est le sujet comme Vladimir, ou moi, quand on fait des phénomènes à titre sur une personne de façon individuelle, là on sait que ça marche. Mais sur le plan collectif, ils avaient associé. Ils n'avaient pas trop de scrupules pour associer cela, nos amis russes. Et dans les laboratoires de parapsychologie, de psychotronique en Union soviétique, il y en avait 41. Il n'y en a plus qu'une trentaine maintenant sous Poutine. Et ils sont très, très spécialisés, et surtout dans les effets d'humains sur des êtres humains, sur le plan neurologique, sur le plan de création d'errements, mais même de créer des effets de, comment on appelle ça, bref, des apparitions tu retrouverais en dermatologie, on appelle ça des... Je retrouverai, mais c'est étonnant, hein. Je retrouverai au fil de la conversation. De créer des choses comme cela étonnantes qui sont physiquement visibles, hein, des dermographies, ça s'appelle, des dermographies. Oui, c'est-à-dire que vous avez tout d'un coup des choses qui apparaissent, qui sont un peu en relief sur soi. C'est étonnant. Ben là aussi, il y avait un sujet dans un laboratoire, c'est la Zerlox, oui, je crois, oui, qui dans ce laboratoire spécialement adapté à des effets sur l'enveloppe extérieure de l'être humain. Et il a eu des choses, c'est pas des détails, mais j'ai appris ça par les... Évidemment, moi j'avais une information en première ligne, puisque ils savaient que j'allais rapporter tout cela à nos amis de la CIA, quoi. Et alors, si Poutine a préservé, parce que je sais, vous avez compris que je garde quand même quelques relations avec les quelques qui sont encore vivants, ou même les jeunes qui ont connu les anciens et qui sont un peu plus prolixes. Mais Poutine a fait le balayage sur ceux qui faisaient un peu de trucs un peu exotiques, mais il veut du concret. Et apparemment, il a du concret. Hein. Les laboratoires, actuellement soviétiques, il y a du concret. Hein. Et c'est vraiment l'être humain contre l'être humain. C'est pas pour. Hein. Il s'en fout de la guérison. Oui, on a bien compris, hélas.
Est-ce que tu as déjà, justement, toi, influencé les pensées d'un dirigeant politique sur ordre d'un service secret? Oui. Je ne peux pas dire qui, parce que là, j'ai une éthique de réserve. Oui, j'imagine. On va dire c'est un peu facile. Non, non, puisque si je peux influencer d'autres, des personnes lambda, oui, les hommes politiques. En plus, il y en a que j'ai côtoyé de très près, c'était encore d'autant plus facile. Ouais. On va passer à l'occulte et les élites. En citant des questions des internautes, encore une fois, on a Jean-Louis qui est persuadé que les élites utilisent ces techniques en privé pour dominer. Et il te demande qui sont les grands de ce monde qui t'ont consulté dans l'ombre. Est-ce qu'on peut avoir des noms, à défaut d'avoir le nom de président que tu aurais éventuellement influencé? Oui, forcément, j'ai des hommes, oui, qui avaient eu, bon, pas forcément des chefs d'État. Mais des hommes politiques de très haut niveau qui m'ont demandé de. Parce que connaissant un petit peu l'envers du décor, connaissant Jean-Pierre, et j'ai rencontré, je vous l'avais dit, je crois, en cellule de restreinte, j'ai rencontré Charles-Hernu, puisque vous avez eu, je crois, une copie même d'un courrier qui m'a adressé par lui. Vous avez eu des courriers réguliers avec Charles-Hernu, ministre de la Défense de l'époque. Et une réunion où nous avions François Mitterrand et Charles-Hernu. Et François Mitterrand, m'a demandé d'être présent parce qu'il avait une curiosité. Enfin bref, je ne vais pas trop dire la nature d'entretien, mais j'étais quand même désagréablement surpris, quoi. Pour pas en dire plus. Vous savez, pareil, je n'ai pas non vouloir pas ou non. Je dis simplement, chez tout être humain, il y a le yin, il y a le yang, il y a plusieurs versants. Elles sont délicates ces questions, j'en suis conscient, hein, Jean-Pierre. Je te remercie de te prêter au jeu. En toute transparence, mais il y a certaines informations que tu ne pourras pas forcément divulguer, on en est conscient. Moi, je fais mon rôle, je te pose les questions. On va passer à la prochaine. On a Lola à Tanger qui dénonce en disant que les élites nous traitent de sectaires pour garder ces pouvoirs pour elles, hein, tous ces pouvoirs psychiques. Est-ce que c'est une stratégie organisée de verrouillage de la conscience humaine ? Je crois que c'est un peu une réaction dans les groupes, tout au moins qui ont des capacités surnuméraires, j'allais dire. De dire, on forme un peu une cellule groupée et au fond, on va garder pour nous un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et il y en a d'autres que moi qui n'ont pas forcément débat et qui n'ont pas forcément... mais ils ont d'autres talents. Ils ont d'autres talents. Mais je ne peux pas trop répondre pour eux, déjà. Mais cette réaction un petit peu de faire des castes particulières avec des actions dont ils ont la responsabilité, bien sûr, mais un peu c'est des coques de protection et de pouvoir. Dans toute la nuit depuis la nuit des temps, on a assisté à cette espèce d'élitisme pratiquant, invétéré, face à une chasse aux sorcières par rapport à tous les néophytes qui voudraient se prêter à ce genre d'émancipation, parce qu'on parle bien d'émancipation, hein. La matière en soi, c'est une chose, mais le fait est de rester prostré dans la vulgarité, dans la consommation, dans le consumérisme au quotidien, de se cantonner à la réalité qu'on nous impose par écran interposé, sans vouloir jamais chercher à s'émanciper spirituellement, que dis-je, à éventuellement développer ses pouvoirs psychiques, médiumniques, etc. Tout ça, c'est fait avec un but précis, c'est fait à escient, c'est fait pour nous imposer un certain contrôle, non ? Oui, dont nous sommes finalement assez preneurs. Oui. C'est ça qui est... oui. Oui. Oui, c'est ça qui... C'est là où, où c'est bien fait le système. Oui. Parce que qui n'est pas attiré
qui n'est pas attiré par une notion, entre guillemets, de capacité, de ce rythme-là. Et au fond, d'être soi-même, être acteur d'une certaine... Non, ce qui semble oublier, c'est que les maîtres du jeu, c'est pas quand on se croit maître du jeu qu'on est maître du jeu. Enfin, voilà, à moins d'avoir effectivement la possibilité d'avoir un recul, une force suffisante pour ne pas être pris dans cette mouvance, dans cet étau. Mais oui, il existe des groupes qui sont pas très jolis, hein, des groupes de pouvoir, des groupes de... Ouais, ouais. Alors, je ne sais pas si ça remplace les anciennes confréries, mais qui aussi n'étaient pas tristes. Mais à notre époque, bien sûr, parce que nous avons... Et en fait, ils ont des facilités dans leurs actions, parce qu'il n'y a jamais eu autant de gogo. C'est pas péjoratif ce que je dis là, hein. Autant de gogo qui si la mariée est bien présentée, vont adhérer, vont être partants et vont subir un peu et être tout contents au fond, parce que c'est l'impression d'être déjà intégré d'avoir une appartenance dans un groupe, etc. Oui, oui, c'est la servitude moderne de la Boétie, hein, clairement. On est largement influencé aussi au niveau de notre libre arbitre. Mais alors, pourquoi la science officielle continue à te dénigrer aujourd'hui même, alors qu'on a les rapports du KGB, le professeur Croussard et d'autres qui confirment tes prouesses, plus toutes ces réalisations faites devant des experts, des sceptiques, des contradicteurs, face caméra, devant la France entière, sur toutes les chaînes mainstream de France et de Navarre. Pourquoi on continue de te contredire ou à essayer de dénigrer tes travaux? Alors, je crois que je l'ai dit la dernière fois, déjà, premièrement, l'État, les gouvernements, quels qu'ils soient, même les Américains, parce que pendant un moment, j'ai subi les broncas, oui, ça se dit comme ça, je crois, en français, aussi d'une partie d'Américains, une partie de l'Union rationaliste américaine et tout, etc. Bon, bref, qui a perdu un procès d'ailleurs concernant un film que nous avions fait pour CBS TV. Mais ça arrange parce que ça laisse comme ça sous le boisseau, sous le secret, les expériences que les États font. En France, puisque j'ai travaillé pour la défense nationale, hein, eh bien, c'est bien. Moi, je les critique par des mouvements rationalistes et tout, mais au contraire. Puis j'osais dire à la télévision française qu'au départ, quand je faisais ça devant des amis, des groupements et tout, j'étais parfois en difficulté dans le phénomène parce que je débutais vraiment à faire ces expériences devant quelqu'un d'autre que moi-même. Et alors je mettais un coup de pouce en salon. Il n'y a aucun mérite. Mais je crois, c'est au tout début. Et je l'ai dit dès le début, même dans mes ouvrages. Et je crois que c'était rendre service. C'était me rendre service. Parce que si on avait su que j'avais, dans les salons parisiens, à un moment donné, une fois ou deux, donné un coup de pouce, mais je dis dans les laboratoires, donner un coup de pouce. Mais c'est une illusion, avec des protocoles tels qu'ils étaient, avec des magiciens tels qu'ils étaient. Mais c'est pour dire qu'en fait, cet aspect, peut-être, a permis à ceux qui mènent un peu la danse, de dire c'est très bien, parce que Girard, comme ça, sa crédibilité est mise en jeu. Et comme tu le disais justement, les travaux que nous avons ont rendu pantois les Américains, les Chinois, puisque j'ai mes travaux à l'Académie des sciences en République de Chine populaire. Les travaux, ils sont. C'est pas du matin. J'ai un petit cacheté à l'Académie des sciences de France. Il y a une émission de télévision, je crois, dont tu avais pris des extraits, je crois, la dernière fois, où j'ai envoyé les extraits là récemment. Une émission qui dure 3 minutes. Des scientifiques qui font un témoignage
devant des millions de téléspectateurs sur TF1 en prime time. Oui. Ou au début qui dit moi j'étais pas convaincu du tout et je pensais que mon directeur de recherche était en train de se faire avoir. Bon bref, ça aurait dû refaire un remue-ménage extraordinaire. Ça a été étouffé, étouffé. Et puis quand des publications ont eu lieu, on a étouffé. Et, il y a 3 numéros de la revue La Recherche, qui fait un débat contradictoire et tout, etc. Tous ceux qui m'ont observé ont dit mais non, il n'y a pas aucun trucage possible. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Tous ceux qui m'ont critiqué dans cette revue, puisque c'était un débat contradictoire, n'ont jamais même lu une once des travaux. Et d'ailleurs, la revue La Recherche m'a autorisé un droit de réponse d'1 page. Alors je suis diplômé de rien, la revue La Recherche. C'est dire que même là, ils ont été absolument conscients que les gens qui cherchaient à m'abattre, autrement dit, ils ne pouvaient pas accepter le phénomène, parce que ça remet en question trop de choses. Mais tu as raison de dire comment ne pas saisir ce phénomène, et puis dire au fond, un sujet comme Jean-Pierre, puis d'autres qui vont venir en émergence, si on sait les accueillir, ça peut être laxiste, hein, mais si on sait les accueillir et tout, etc., et faire les travaux, puis avancer sur l'étiologie réelle, l'origine du phénomène vraiment, mais la science aurait fait un bond énorme en avant. Peut-être qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ce soit le cas. Ben non, pas du tout. Ouais, on a Jean, pour passer à la suite, parce que j'ai encore énormément de questions, on a Jean Koukaras qui pose une question brutale. Il demande si on peut agir à distance, pourquoi rien n'arrive-t-il aux présidents qui détruisent leur pays? Est-ce qu'ils sont protégés par des boucliers psychiques? Sa question est hyper pertinente. Alors, soyons conscients que je ne suis pas le seul à pouvoir agir à distance sur la psyché des gens. Hein. Oui, sans doute. Il se trouve que je ne suis pas trop mauvais, on va dire. Ok, mais je suis un sujet parmi d'autres. Et d'autres qui sont vraiment entraînés pour cela. Par exemple, on sait que notre ami Poutine a des sujets qui le protègent. Ah oui, tout à l'heure, je n'ai pas répondu et j'ai eu tort. Il a des sujets psy qui le protègent et qui sont, comme moi je le perçois, quand il y a un sujet en face qui essaie de faire une effraction, il est entouré de... Si je crois ce que la personne m'a dit, elle n'est pas trop mal placée, il a 2 sujets psy qui sont absolument remarquables. Ah Poutine, lui, il ne s'embarrasse pas de dire « Ah oui, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Hein. » Il n'y a pas de souci. Donc oui, on pourrait dire après tout, on a un chef d'État qui vraiment nous met dans la panade sur le plan même international, qui est invraisemblable, et agir sur lui. Ben, vous voyez, malgré tout, on a pu avoir fait des choses pas très clean. J'hésite toujours à faire une effraction de la personnalité d'autrui. Parce que, à ce moment-là, on pourrait dire aussi, tiens, cette jeune femme que je croise dans la rue, là, me plaît, effraction, et puis voilà. Je l'ai fait 3 fois. 3 fois au tout début. Je le faisais sur des personnes qui, finalement, n'auraient peut-être pas été jusqu'où elles ont été, mais c'est quand même pas des viols, mais c'est des influences qu'on appelle. Et j'ai compris que j'avais tout faux. Non, mais je l'avoue honnêtement, je l'ai fait. Il y a très très longtemps, hein, c'était au début, vraiment. Tu as fait quoi? Tu as projeté un désir, des images subliminales? Une influence comme ça, un peu spontanée. Je me souviens d'une grande, c'est facile d'être plus grande que moi, je l'ai déjà dit, je ne suis pas complexé pour autant. Je suis invité dans une secte, oui, parce que là encore dans mon parcours, les sectes avaient beaucoup d'attirance vers moi, pour peu que j'aille dans cette secte, et puis que voilà, nous avons... et la secte d'Isis, qui est à l'époque dans le 15e, je crois, rue Rosenwald, et via la journaliste qui est Paul Simon, Paul... je vais retrouver son nom.
qui était journaliste dans la revue Elle. Elle me fait une interview et tout, et puis elle était disciple de cette secte. Elle m'a mis dans son appartement à Levallois, tout ça, puis elle me dit, écoute Jean-Pierre, le maître voudrait te voir et tout, ça dépendra de l'heure cosmique, enfin je sais pas, me raconter un truc. Et je vais dans cette secte. Et alors c'est étonnant, j'avais deux types un peu comme en combinaison un peu de spationautes, je sais pas quoi. Je descends un escalier, c'était étonnant, avec des vasques, avec des lumières. Je descends l'escalier qui n'avait pas de rampe, j'ai pour que je me casse pas la figure, mais qui me suivait, une grande nana j'ai appris, elle était mannequin chez Vogue, Kikane, dans son prénom, et on descend ensemble et tout, puis on voit une rangée de jeunes femmes superbes, plus superbes les unes que les autres, de garçons aussi en face, j'étais superbe, mais en aube blanche, et puis le maître qui était au bout. Et alors le maître nous demande de nous asseoir, et puis nous recevons Girard, etc. Et, voilà, quelqu'un déjà d'initié d'un autre niveau, enfin bref. Et il nous met à genoux, l'un à côté de l'autre. Il nous demande de nous toucher, tout ça, etc. Ce que je fais volontiers. Et il dit, voilà, enfin, un langage tout à fait abscon, même pour moi, j'avoue. Ça n'a pas duré très longtemps. Et puis, il nous invite à repartir. Que nous serons éventuellement réinvités. Voilà. Alors, je vois Kikane à la fin, on est un peu surpris et tout. Et puis quand même, je fais une petite... Mais l'influence est très curieuse en ce qui me concerne. C'est que je suis retrouvé dans des situations évidemment extrêmement heureuses avec des jeunes femmes que je n'avais vues que quelques heures. Et mais là, il n'y avait pas forcément un viol de conscience, etc. Et là, il s'est passé de très belles choses avec Kikane. J'ai appris qu'elle avait eu un voyage initiatique au Tibet. Enfin, bref. Voilà ce qui se passait des fois. Et puis, et même ça m'arrivait au début en stage, parce que voilà, c'était involontaire. C'était involontaire. Oui, oui. Non, je n'ai pas été plus loin là. Non. Alors, pourtant, quand on me voit, je ne suis pas un séducteur, je ne suis pas un playboy, je ne suis rien du tout, je suis un petit bonhomme sympathique au demeurant. Mais quand il y a des affects, quelque chose vers quelqu'un, c'est étonnant. Ouais. Alors justement, quand tu parles de ce côté sectaire dans certaines communautés, tu as côtoyé le pouvoir, tu as côtoyé le sérail. Est-ce qu'il existe une dimension rituelle ou occulte derrière les décisions géopolitiques majeures? Il existe quand même des réunions qu'on pourrait comparer quand même à pas des sectes, mais des réunions où... Des cérémonies? Entre soi, on est déjà pas tout à fait dans la vie civile ou politique même habitué. Et là aussi, il y a des rituels, pas des francs-maçons, bien sûr. Hein. On a des rituels particuliers, etc., etc. Oui, il y a quelques groupements comme ça qui existent, où il y a des hommes politiques qui puisent, disons, une certaine énergie. On a une certaine énergie. Maintenant, c'est une discrétion absolue. C'est une partie, enfin, dans ce que nous percevons comme étant possible, et une réalité qui a été plus ou moins, enfin, enquêtée discrètement. Non, c'est que ça sera peut-être par au moment où je parle, il y a peut-être une dizaine de politiques et encore. Puis la politique change tellement actuellement, ce qui était valable il y a peut-être 4-5 ans, c'est plus les mêmes. Ou ils appartiennent à une autre obédience, j'en sais rien. Enfin bref, le monde est curieux quand même. Ah ben oui. Et on est très curieux aussi sur cette antenne. On est curieux de savoir tout ce qui se passe dans les coulisses. Oui, moi que je suis pas trop mal informé,
Mais c'est ridicule par rapport à ce qui se passe réellement. Mais il y a des choses que oui, dont j'ai connaissance. Parce qu'à un moment, c'est pas je travaillais pour les RG, mais quand vous travaillez, parce que j'ai travaillé à la fois pour la DST et en même temps pour le SDEC, pour d'autres. Alors on va dire, c'est pas parce que j'avais deux casquettes différentes, mais ça se confrontait tellement les deux organisations que voilà. Donc c'est comme ça que j'ai très bien connu le mouvement raélien. J'ai bien connu Claude Vorillon. Enfin bon, bref, j'ai connu des gens improbables, quoi. Et puis j'ai connu, et que j'ai adoré, un excellent ami, Jimmy Guilleux. Oui, oui. On a reçu Jean-Charles Moyen qui était en contact avec lui aussi. Et effectivement, ce sont de grands personnages et de grands piliers. Jean-Pierre, si demain la CIA te rappelait pour une mission, est-ce que tu y retournerais? Oui, ça dépend du type de mission. Là, je serais plus... parce qu'au fond, la CIA m'a pas demandé des choses, m'a pas demandé des choses dramatiques dans l'absolu. La CIA m'a pas demandé des choses dramatiques. Elle m'a demandé de percevoir des choses que normalement ils n'arrivaient pas à percevoir. Excuse-moi, mais la CIA a du sang sur les mains. La CIA, c'est Ah oui, un service secret ah bah oui. qui a assassiné financièrement, politiquement et même littéralement énormément de pays, de gens, d'âmes humaines pour accomplir les desiderata d'hommes de pouvoir, d'hommes politiques qui ont tout sauf un côté altruiste. Toi, ça te dérangerait pas de retourner travailler pour eux aujourd'hui? Ça dépend de ce qu'ils me demandent. Si je pense que dans ce qu'ils me demandent, ça peut être utile, parce que j'ai ramené des renseignements comme sur l'armement soviétique de dernière génération. Donc à la limite, je trouvais... Alors on va dire oui, il parle toujours l'armement, Pierre Girard, hein, c'est pas utile, c'est pas utile. C'est peut-être utile de savoir ce qu'il y a dans une défense particulière qui est censée être ce qu'on appelait à l'époque l'ennemi conventionnel, qu'il est toujours d'ailleurs, et puis nous, pays occidentaux, de savoir que les Russes ont quand même été les premiers à avoir l'arme hypersonique quand même, les missiles hypersoniques, hein, Mach 12. Bon, maintenant c'est les Iraniens qui l'ont. Enfin bon, c'est bien, mais des décennies plus tard. Non, je veux dire que, de toute façon, vous êtes obligé, quand vous êtes agent, de naviguer dans des zones pas très limpides, pas très claires, c'est normal. Mais ce qu'on m'a demandé, c'est surtout de percer des secrets, mais pas de percer des... Des cœurs. Ouais. Ou des âmes. Ah bon. Oui, certains de tes collègues l'ont fait. Et pour les mêmes services. Oui. Oui. Bon, après, je te remercie pour ton honnêteté et pour ta transparence. Vraiment, là, chapeau bas. C'est gentil, mais tu vois la réserve que j'ai parce que je voudrais... C'est pas ça, c'est que j'essaie de dire qui je suis réellement. Et même quand je me tais sur quelque chose, voilà ce que je suis aussi. C'est de me taire sur quelque chose qui... dont je pourrais peut-être avoir des soucis par rapport à la violation du secret. En général, ce qui me concerne, je ne vais pas brosser forcément un tableau idyllique de moi. Hein. Ah non. Ah non, ça c'est... Le mec, et ça me fait un peu de peine aussi. Parce que on peut dire tout et n'importe quoi à ton encontre, mais pas ça. Tu n'as pas enjolivé ton image, on n'est pas dans le mélioratif, on n'est pas dans l'auto-congratulation. C'est sûr, parce que même quand tu dis qu'il y a un pendant positif par rapport à l'armement en parlant de l'industrie pharmaceutique, certains verront ça d'un mauvais œil, encore une fois, parce que la médecine allopathique et les médicaments, en tout cas sur notre antenne, c'est personnellement, mais très mal vu. Alors, j'ai eu des... Surtout après la période du Covid et avec tout ce qu'on voit. Tout à fait. Voilà. Bon. Mais c'est sûr qu'en tout cas... Je ne voudrais pas m'exprimer là-dessus parce que là, c'est vraiment... Mais tant mieux, tu es sans concession, c'est brut de décoffrage et on est dans la vérité vraie par rapport à ce que tu as vécu et ce que tu ressens. Alors Jean-Pierre, le mot de la fin, après avoir été l'oreille et l'œil des puissants, quel est ton dernier message pour un peuple que tu sais manipuler? Et j'entends que tu sais
être manipulé. Alors, dire faire de la résistance, c'est un peu facile de dire ça. Je crois que soyez, ce qui se passe en ce moment de plus en plus, je le vois dans les stages, eh bien, c'est de faites des groupes, pas dans le sens que nous entendions tout à l'heure, c'est ce qui se passe dans les stages. Où les gens se disent, ben moi, copine, on parle le même langage, mais pas forcément d'ailleurs, mais quand on n'est pas du même avis, on échange. Il y a une dynamique, parce que ces groupes sont un peu des groupes de sauvegarde, j'ai l'impression, des groupes de dire, ouf, nous on a notre oxygène, on ne va pas nous le prendre celui-là. Et les gens qui sont pas dupes, sont pas les moutons de Panurge, eh bien de plus en plus, et ça ça me ravit. Et dans les stages, souvent, dans la confession, entre guillemets, des consultations, j'ai vraiment... oui, parce que là, on parle des médecines allopathiques, il y a belle lurette que les dernières activités que j'ai eues comme actionnaire, c'est dans un laboratoire d'huile essentielle. Donc on est un petit peu éloigné. Et d'ailleurs, non, je suis pour une médecine tout à fait œcuménique, parce que chaque sujet doit avoir sa médecine. La médecine allopathique, dans un OAP, dans la aiguë du poumon, corticoïde intraveineux, et puis vous sauvez les gens. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. On ne va pas tomber dans le manichéisme non plus. Il ne faut pas nous tomber dans des excès. Mais je suis pour les médecines adaptées aux patients, bien sûr, et de plus en plus. Non, je suis un défenseur de cela, vraiment, hein, à mon niveau, tout en étant un parcours allopathe qui, encore une fois, a sauvé des gens. Et donc, ton mot pour le peuple, par rapport à ce que tu pourrais mettre en avant comme solution d'émancipation? Déjà, je crois qu'il faut, au fond de soi, avoir un certain désir. Parce qu'il y a des gens, ils sont un petit peu... Ils sont sous influence, on va le dire, de l'État, il faut faire ça, mais c'est bien, oui, on fait ça, oui, bien sûr, oui, je comprends. Non, il faut essayer de garder son identité et dire au fond ce monde, j'en ai quand même besoin pour vivre, j'en ai besoin, ok. Ça, c'est le côté, je suis obligé de payer mes impôts, fin d'année, etc. Ok. Mais en regard, il y a des possibilités que je ne sais pas exploiter, où ma liberté peut être là, où je peux choisir d'aller vers tel savoir spirituel, ou tel savoir même, de savoir que, tiens, je dois choisir un petit peu différemment, peut-être la façon que j'ai de me soigner, la façon que j'ai aussi dans mes contacts avec les autres, etc. Je peux toujours encore garder cette individualité riche qui peut me permettre d'être moi et d'amplifier ce moi à travers les contacts que j'ai sur d'autres, pas forcément qui pensent comme moi, mais qui sont aussi dans une démarche où arrêtons d'être trop les moutons bêlants, quoi. Autant les moutons bêlants. Et ça, c'est chaque individu. Je n'ai même pas de conseils à donner dans ce domaine-là. Ça me donne ressentir que c'est possible. Moi, je connais de plus en plus autour de moi. Alors, c'est peut-être parce que les gens qui viennent en stage sont déjà un peu, entre guillemets, je dirais, sélectionnés dans leur démarche. Mais moi, ça me ravit. Hein. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Hein. Oui, d'ailleurs, en parlant des stages, et on va finir là-dessus, j'ai une petite parenthèse parce que vous avez été très nombreux à réagir à notre précédente émission. Vous serez très certainement nombreux à réagir à celle-ci aussi, que ce soit positivement ou négativement. On a reçu énormément de messages de personnes qui cherchaient à te contacter, à aller plus loin, à comprendre et surtout à expérimenter par elles-mêmes. Et ben, c'est désormais possible, les amis. 2 stages sont organisés à Arcueil. Je vous transmets l'information. Ce sera au Campanile Paris Sud le 25 et le 26 juillet. Vous pourrez passer de l'écoute à l'expérience. Hein. C'est pas des conférences, c'est des véritables immersions où vous allez pouvoir pratiquer, observer et vous confronter directement à ces phénomènes dont on parle notamment sur l'interaction avec la matière, des choses qui sont tout ce qu'il y a de plus extraordinaire à voir, mais encore plus à pratiquer. C'est une occasion assez rare d'accéder à un savoir construit sur des décennies de recherche et d'expérimentation de la part de Jean-Pierre, dans un cadre encadré, accessible
et ouvert à tous, que vous soyez curieux, sceptique ou déjà initié. Alors si vous avez ressenti un appel en écoutant cet épisode et le précédent, c'est clairement le moment de concrétiser. Bien sûr, toutes les informations sont en barre de description. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, je vous invite à aller sur la plateforme Amedcine, amedcine.com. Merci Jean-Pierre. Alors, je vais quand même dire un tout petit mot, parce qu'au fond, on dirait, mais pourquoi venir à un stage, Jean-Pierre? Alors, pourquoi au fond, on va dire? Alors, certains disent, ah, c'est cool, on va voir des torsions de bar, et même des fois faites par les stagiaires, ce qui est unique au monde. Cela dit, c'est pas moi qui le dis. Ok, ça c'est des phénomènes physiques, c'est visible. Votre inconscient, il va en prendre plein le nez. Oui, c'est bien. Mais si la parapsychologie ne sert qu'à ça, je ne ferai pas de stage. Je vous ai rappelé mon âge, je ne ferai pas de stage. Mais si je fais des stages, c'est pour dire que la parapsychologie peut vous apporter autre chose. Qu'est-ce qu'on voit dans la... On voit même l'épigénétique, les rapports de l'épigénétique et du psy qu'on appelle. Des états mentaux psy. On voit des choses étonnantes. Alors on fait beaucoup d'exercices, c'est vrai, télépathie, psychocinèse, etc., télékinésie sur des bocaux fermés. Vous allez sur mon site girard.fr. Vous allez voir des petits bonhommes de 6 ans qui font des phénomènes qui sont absolument incroyables. Et dans des conditions, encore une fois, comme si on était en labo, il y a des boussoles pour voir s'il n'y a pas de magnétisme. Et le petit bonhomme en question, il a quelques centimètres au-dessus du bocal. Et on voit cet opercule de café lyophilisé, donc le bord magnétique, et qui se met à tourner dessous. Vous voyez une petite luxembourgeoise qui coupe sa barre métallique. Vous avez des vidéos comme cela. Et puis vous avez évidemment votre maître vénéré et bienveillant, qui lui va courber sa barre. Et des fois même les stagiaires les courbent leur barre avant moi, avant que je leur montre. Je leur explique comment procéder, etc. Alors c'est vrai, ça c'est prosaïque, le phénomène macroscopique de psychocinèse sur une barre. Mais ça vous libère pour le reste, mes amis. Écoutez, il y a 2 jours de stage, il se passe quelque chose. Les mails que je reçois après, et je reçois quelques consultations, je ne peux pas en recevoir beaucoup, entre 6 et 8, ça dépend du contexte, compagnie Louis, parce que j'en reçois également le lundi matin à l'hôtel, entre midi et 2 heures. Alors, je ne fais pas de la publicité pour mes consultations, parce que souvent, je suis obligé je ne peux pas recevoir tout le monde. Mais là aussi, il se passe des choses sympas. C'est une dimension nouvelle dont vous faites l'acquisition. Et ça ne trahit pas votre démarche, par ailleurs. Il n'y a pas de spiritualité à vous proposer particulière, une religion particulière à vous proposer. Non, c'est simplement vous qui allez avoir un surplus d'êtres humains. Voilà. Tu m'excuseras, mon petit Rudy, d'avoir pris ce petit bémol. Le message est passé. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Allez sur le site, vous verrez, il y a des petites vidéos qui sont strictement consacrées à ça. Il y en a de 8 minutes, elles parlent d'elles-mêmes. Il y en a des plus longues. Voilà. Merci Jean-Pierre, merci pour tout. www.amedcine.com, vous connaissez le portail de référencement pour les praticiens quantiques et holistiques. Je tenais à vous rappeler que je ne suis pas du genre à dire qu'on est shadowban à tout va. Je pense que certaines fois, quand certaines vidéos sous-performent, c'est à cause du manque de qualité ou de la médiocrité de certains contenus qu'on peut proposer en tant que créateur. En revanche, s'il est un fait, c'est que beaucoup de personnes sont désabonnées, que certaines fois sur les vidéos, il n'y a pas de possibilité de booster nos vidéos en l'occurrence. Je vous invite à vérifier tout ça, à vous réabonner, à réactiver la cloche si ce n'est pas le cas, si vous suivez les contenus régulièrement. Bien entendu, je vous dis à très bientôt, je vous remercie, je vous fais des bisous. Ciao, bye.